En plateau, Philippe Nadji-Bourriaki, membre d'Écologie Les Verts, bienvenue. Et puis aussi Alzama Sigo, vous êtes gilet jaune, vous en portez un, c'est ça, vous êtes aussi écrivaine. C'est ça. Oui. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, comment vous réagissez à cet acte 18 des gilets jaunes? Est-ce que vous vous attendiez à voir ces scènes de violence qui en rappellent évidemment d'autres? Ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu cette avenue des Champs-Élysées dans cet état. Oui, c'était un événement attendu. Je veux dire, après 4 mois de lutte acharnée face à un gouvernement qui reste méprisant et silencieux, c'était obligatoire. Donc c'était pas ce qu'on voulait au départ. Nous, les Gilets jaunes, on voulait plutôt être pacifistes. Enfin, après, je parle en mon nom, évidemment. Mais c'était incontournable, je veux dire, face à un silence pareil. Voilà, on voit que M. Macron est dans les Pyrénées, apparemment, en ce moment. Donc on voit bien que... D'après un confrère de l'AFP, il serait dans les Pyrénées se ressourcer. Donc qu'est-ce que ça vous inspire justement ce propos, voilà, pendant que... C'est le fait que le président ne soit pas à Paris présent lors de l'acte 18, qui est un acte décisif, vous l'avez dit, très important. Certains gilets jaunes ne sont pas allés manifester les dernières semaines pour se préserver et donc venir à cette mobilisation. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que le président soit aux Pyrénées? Il n'y a pas... comment dire? Il n'y a pas besoin d'y aller par 4 chemins. On voit directement ce que pense Monsieur le Président, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air de s'intéresser tant que ça à son peuple. Enfin, en tout cas, s'il voulait lancer un message opposé, il aurait dû au moins faire acte de présence à Paris. Moi, je viens du Puy-en-Velay, donc j'ai beaucoup de monde que je connais qui est venu en train, en voiture, qui se sont fait bloquer, qui ont préféré s'éloigner de leurs proches pour venir manifester. Et puis on a M. Macron qui, tranquillement, va se ressourcer. Philippe Nadji-Bourriaki, comment vous réagissez-vous à cette journée qui a vraiment mal commencé pour cet acte 18 ? Je suis triste et au nom de tous les écologistes, nous sommes tristes et je pense aussi au nom des Gilets jaunes, nous sommes tous tristes parce que cette journée intervient après le lendemain de la fin, normalement, de la consultation du grand débat. Ça devait être une journée de fête, de liesse, puisqu'aujourd'hui, il y a pas moins de 5 rassemblements autour du climat, de la justice sociale, de la justice fiscale et des luttes contre toutes les formes de violence. Et, franchement, je suis peiné et j'ai entendu votre intervenant, Monsieur Roman, il me semble, du syndicat de policiers en colère, qui a dit exactement les mots suivants. Les informations étaient remontées des services de renseignement territoriaux, puisqu'il y a tout un imbroglio autour de la refonte des services de renseignement généraux et puis fusionnés avec la DST, la DCRI. Et donc, comment est-ce possible aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons à disposition, j'entends parler de 80 000 forces de l'ordre présentes sur l'ensemble du territoire. Dont 5 000 à Paris. Dont 5 000 à Paris. Comment est-ce possible que ces groupes identifiés, parce que là c'est une insulte qu'on fait aux services de renseignement qui sont parmi les meilleurs du monde, pour ne pas identifier, interpeller, arrêter celles et ceux qui sont auteurs de ces troubles. Mais justement, comment se fait-il selon vous que ces individus qui apparaissaient très motivés et qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre étaient là depuis ce matin, sachant qu'il y a des fouilles constantes, il y a des arrestations, des interpellations? Comment se fait-il que ces individus aient pu passer dans les mailles du filet? Et puis évidemment, ce soir peut-être qu'on ne parlera que de ça. Est-ce que ça n'entache pas aussi le mouvement des Gilets jaunes? Alors je pense qu'il y a une part de volonté, c'est une théorie que je fais, mais je pense qu'il y a une part de volonté de laisser faire les casseurs. On a vu dans plusieurs manifestations des groupuscules qui étaient bien visibles avec des battes de baseball. Qu'est-ce que vous voulez dire par il y a une volonté de laisser faire les casseurs? De donner une mauvaise image du mouvement, de toute façon. Depuis le début, je veux dire, on met bien en avant les violences, on met bien en avant des opinions. Donc on va traiter les Gilets jaunes d'antisémites ou... Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Vous parlez du traitement médiatique? Médiatique et politique. Je pense que les policiers ont des ordres aussi. Donc c'est possible. En tout cas, moi, c'est une hypothèse. Philippe Nadji-Bourriaki, vous êtes d'accord avec ce constat ou... Manifestement, sans rentrer dans ce qu'on entend et parler de la théorie du complot. En tout cas, il y a une récurrence, semaine après semaine,
d'un point bien défini sur des violences. Et effectivement, je rejoins ce que dit ma voisine, on ne focalise uniquement sur ce qui est sensationnel, et ça plaît, et c'est repris en boucle par les médias mainstream qui se font leur chou gras et qui ont été longtemps décrits, en tout cas par les manifestants, en disant vous n'avez pas une vision juste et réelle de ce qui se passe. Et je peux comprendre les manifestants qui s'offusquent lorsqu'on relève la fin de cortège qui est souvent excitée et agitée par des éléments perturbateurs externes, alcoolisés ou drogués, et qu'on jette l'opprobre sur ces millions de personnes, femmes et hommes, tout âge confondu, toutes catégories sociales. Seulement là, force est de constater que les dégradations et la tension ont commencé très tôt ce matin, beaucoup plus tôt que d'habitude. Je vous l'accorde, d'habitude ça se corsait en fin de cortège. Or ici, on a pu le constater dès le matin. On a ces impressions de déjà-vu, de ressemblance avec les anciennes mobilisations et les toutes premières mobilisations au mois de décembre. Donc force est de constater que malheureusement aussi, les médias sont obligés d'en parler puisque c'est ce qui ressort aussi. Évidemment, bien sûr. Je ne dis pas qu'on est dans un monde de bisounours et qu'il faut parler que des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous devrions avoir la démission du ministre de l'Intérieur, parce que là, c'est une défaillance des services, et je doute réellement, parce que j'ai échangé juste avant d'arriver avec... On va revenir sur Christophe Castaner, qui a dénoncé tout à l'heure des professionnels de la casse. On va revenir sur les propos, mais on va... Gilets jaunes et Philippe Nedjib-Bouriaki, membre du parti Écologie Les Verts. Vous êtes avec nous, vous suivez cet acte 18. On disait tout à l'heure que cet acte 18 se déroulait en l'absence... probablement, visiblement, en tout cas d'Emmanuel Macron, qui selon un journaliste de l'AFP aurait rejoint donc les Hautes-Pyrénées, une station de ski, et alors que se déroule cet acte 18, comment est-ce qu'il faut interpréter l'absence du chef de l'État dans ce contexte? Comme un roi dans son palais, voilà, et qui regarde son peuple s'entretuer, parce qu'en fait, il met en opposition les forces de l'ordre et puis son peuple. Nous, on n'a que les forces de l'ordre sur qui taper, entre guillemets. Voilà, on n'a pas de répondant en face. Donc c'est lui qui crée cette guerre civile qui est en train de se créer. Et quand vous disiez que ce mouvement devait être... Vous parlez de guerre civile, c'est pas un petit peu excessif? Non, mais c'est une image. Mais en tout cas, on y va... Faire attention, parce que la sémantique, c'est vrai, dans ce contexte-là, est aussi important. Mais je veux dire, s'il ne se passe rien en face, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine s'il n'y a pas de réponse? Ça va être quoi la prochaine étape? Vous pensez qu'il y aura une autre mobilisation, un acte 19 encore? Tant qu'il ne se passera rien en face. Vous parliez vous disiez que le mouvement à la base devait être festif. Je suis d'accord, mais pour fêter quoi? On va retrouver Damien Charton, mais Philippe Nedjib-Bouriaki, je disais que en fait cet acte 18, il a été présenté comme un ultimatum au président Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse, son absence? Écoutez, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, de toute façon, il n'y a eu aucune réponse aux femmes et aux hommes qui sont mobilisés depuis maintenant 4 mois pour réclamer quoi? Ils réclament juste une chose très simple, la justice sociale et la justice fiscale. On leur demande aux petits toujours d'en faire plus, et aux grands de ce monde, comme l'a décrit, aux rois de ce monde, qui ont encore engrangé des milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, on leur fait encore une fleur supplémentaire. Et à un moment donné, la réponse, elle est inexistante. Alors je comprends qu'il ait besoin de se reposer après les fameux 80 heures de show qu'il nous a fait. Voilà, la station de ski La Mongie, dans les Hautes-Pyrénées. Oui. D'ailleurs, c'est là où il a été ressourcé pendant les préparatifs des présidentielles. C'est une station bien connue. Je ne sais pas s'il a un bien là-bas, mais en tout cas, il l'apprécie, et tant mieux pour ceux qui s'y trouvent. Il prépare peut-être des annonces aussi après la fin de ce grand débat national. Honnêtement, non, il se repose réellement après ces meetings pro-campagne européenne qu'il nous a fait, qui a été un non-sens et une insulte réellement au peuple de France. On va poser la question à nos invités, Philippe Nedjib-Bouriaki, qui représente donc le parti Écologie Les Verts, et puis aussi Azelma Sigo, qui est gilet jaune. C'est important, ça doit vous plaire, ça vous, Philippe Nedjib-Bouriaki, cette convergence avec cette marche pour le climat? Alors, comme je vous l'ai dit, il y avait 5 rassemblements. Il y avait la marche du siècle pour le climat, la marche urgence sociale et climatique, la marche du vivant et roulons vers demain. Ouais, vous faites bien de préciser. Il faut juste rappeler qu'au début du mouvement, effectivement, il y a eu un ras-le-bol fiscal
comme je l'ai notifié déjà précédemment, parce que cette taxe carbone était considérée, et à juste titre, Tout est parti de là d'ailleurs. comme une injustice. Mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et le vase est bien plein. Sauf qu'on nous a opposés dès le départ, on a voulu nous opposer, et je crois que l'exécutif et le président de la République s'est dit tiens, je vais mettre les écologistes de mon côté, et comme ils ont le vent en poupe en ce moment, j'aurai une force et une réserve supplémentaire pour dire que moi je suis plus green que les autres. Rappelez-vous de son fameux slogan Make Our Great Planet, mais je pense que c'est plutôt Make Ryer Great Planet. Cette injustice fiscale a été ressentie violemment. Et elle s'est présentée comme disant ras-le-bol. Mais en fin de compte, elle masquait aussi d'autres revendications. Et nous opposer dès le départ les gilets verts avec les gilets jaunes a été une erreur. Un mauvais calcul de la part du système actuel. Parce que nous, ce que nous disons lorsqu'on parle de taxe carbone, on demande que les taxes qui existent déjà, comme par exemple la TICPE, qui rapporte 25 milliards d'euros par an à l'État, et pas aux contribuables, on demande qu'elle soit réinjectée et en pouvoir d'achat par le chèque énergie, en dotation pour pouvoir payer moins cher un véhicule propre plutôt qu'un véhicule polluant, en augmentant et en arrêtant la désertification. On voit bien que tout est concentré sur les métropoles, et lorsque vous habitez en province, pour vous déplacer, vous n'avez pas le choix que de prendre votre voiture, donc vous êtes doublement impacté. Mais on rappelle aussi, Philippe Nadji-Bourriaki, qu'au départ, il y avait une défiance aussi des Gilets jaunes, c'est d'ailleurs toujours un peu le cas, vous allez nous confirmer, vis-à-vis des partis politiques. Évidemment. Vous faites partie aussi, donc c'était peut-être pas forcément évident de trouver là des points de convergence. Mais moi, je suis justement pour cette convergence des luttes et des couleurs. Je veux dire, on est un arc-en-ciel de revendications en ce moment. Il y a les gilets jaunes, les gilets verts, les gilets roses, les gilets violets. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi on se divise tant? Il faut vraiment tous se réunir. Notre ennemi commun, c'est la finance, c'est cette hiérarchie incroyable, cette inégalité sociale comme on n'a jamais vu. Les multimilliardaires le sont encore plus qu'avant, et ça ne fait que progresser dans ce sens-là. Donc c'est le moment de tous s'unir contre ce système qui nous pourrit. Alors, sous des bannières ou pas, moi je pense que c'est vrai qu'on pourrait mettre de côté aussi ces partis, en tout cas les mettre un petit peu en sourdine, que tout le monde manifeste. Mais vous savez aussi qu'au sein des Gilets jaunes, certains représentants qu'on qualifie de leaders aussi refusent de s'unir avec des syndicats, avec voilà, des organisations diverses, des partis politiques aussi. C'est un refus de leur part. Ça dépend des villes. Au Puy-en-Velay, par exemple, on a décidé de s'unir. Bon, ça dépend. Mais moi, je pense que plus on est nombreux, mieux c'est. Si on veut avoir de l'impact, il n'y aura que comme ça que ça marchera. Alors que l'on voit ici, du côté de la place de l'Étoile, voilà, on a de la fumée, probablement des gaz lacrymogènes qui ont été lancés. On voit que c'est un peu tendu, visiblement, du côté de la place de l'Étoile. Il faut dire que tout à l'heure, c'est ce que nous disait l'un de nos reporters, Bassem Chebi, les manifestants remontaient l'avenue des Champs-Élysées justement pour converger vers cette place de l'Étoile. C'est ce qui est prévu d'ailleurs, et on voit ici qu'ils sont voilà, mis à l'écart. On a un dispositif de sécurité très important au pied de l'Arc de Triomphe. Et vous voyez ces gilets jaunes qui remontent l'avenue des Champs-Élysées. Bon, pour l'instant, l'atmosphère est plutôt calme. On va voir comment ça évolue. On rappelle, ça a été très tendu depuis entre 11h et 13h30 avec des magasins qui ont été saccagés tout au long de cette avenue. Oui, par rapport à cette casse des monuments, des commerces, on met beaucoup l'accent là-dessus. C'est bien évidemment à déplorer, mais si on met cette violence-là en comparaison avec la violence morale qu'on subit, ces vies brisées, ces vies cassées, ça aussi c'est une casse dont on parle peu, mais qui est bien présente. Et malheureusement, les gens sont voués à manifester leur colère de cette façon. On n'a pas d'autre choix. Et pour aussi, c'est vrai qu'on avait un intervenant tout à l'heure qui soulignait les conséquences aussi de cette casse pour ceux qui travaillent dans ces kiosques qui ont été incendiés, dans ces magasins qui ont été aussi saccagés. Il y a des conséquences aussi économiques après de telles violences. Mais si le gouvernement avait réagi plus tôt, on n'en serait pas arrivé là. Et là, je ne vois pas où ça peut aller. Moi, je pense que nous, Gilets jaunes, on se dit honnêtement que M. Macron, il faut qu'il fasse constat de cet échec personnel et politique et qu'il soit nous propose un référendum, soit décide de démissionner. Ça serait vraiment noble de sa part.